Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour chers amis, bonjour à tous les auditeurs de Tipping Point. On n'est pas encore dans l'épisode. Parce que je souhaitais partager avec vous une question qu'on s'est posée avec Lucie. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que l'on réenregistre la présentation de Serge que l'on fait en début d'épisode ou pas ? Alors vous allez voir, en fait, c'est moi qui fais cette présentation. Et elle n'est pas terrible. Je suis pas hyper content de ce que j'ai produit à ce moment-là. Je savonne, ça bafouille, je lis mes notes et c'est pas clair. Je me trompe en plus sur le métier de Serge. Et en fait, tout simplement, j'étais pris par l'émotion, hyper stressé parce que j'ai fait la rencontre d'une personne que j'admire énormément, qui a beaucoup compté pour moi. Et c'était la première fois que je le rencontrais. Donc on a eu pas mal d'échanges par mail et puis moi j'ai eu l'occasion de lire pas mal de ses livres, Pensouillard le hamster, On est foutu, on pense trop, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, qui sont des livres totems, et donc j'étais hyper stressé, et donc vous allez voir, ça s'entend. Alors vous arrêtez pas à cette introduction qui est pas terrible, parce que vous allez voir, l'épisode est absolument fantastique. Serge est une personne extraordinaire, il nous partage son intime, il nous partage son âme, et c'est un véritable cadeau. Moi, c'est une personne que j'admire énormément. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à cette introduction qui est pas terrible. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une très très belle rencontre avec Serge Marquis. Allez, c'est parti. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui on est avec Serge Marquis et on est hyper heureux de passer un moment avec toi. Serge, depuis plus de 30 ans, tu t'intéresses à la santé des organisations. Je répète bien, tu t'intéresses à la santé des organisations. Tu as développé un intérêt tout particulier pour le stress, pour l'épuisement professionnel, la détresse psychologique dans l'espace de travail. T'es également intéressé à la difficulté de maintenir un équilibre entre la vie au travail et l'extérieur du travail. T'as étudié la perte de sens, la soif de reconnaissance, la confiance en soi et aussi le rapport complètement névrosé qu'a l'homme moderne avec le temps. Serge, tu es psychiatre, tu as soigné et soignes encore aujourd'hui de grands nombres de personnes qui étaient en dysfonctionnement au travail. Pour tout te dire, Serge, moi, je suis tombé sur une de tes conférences à l'université de Nantes intitulée « On est foutu, on pense trop ». Et je dois te dire que le jour où j'ai vu cette conférence, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Comme tu me l'as écrit la première fois, tu m'as dit « Je n'ai fait que entrer, je n'ai fait qu'entrer lorsque la vie m'ouvrait des portes ». Et elle m'en a ouvert plusieurs. Et moi, j'ai trouvé cette phrase assez incroyable. Alors, quelles sont ces portes ? Quels enseignements tires-tu de ces passages ? Comment fait-on pour faire 150 conférences par an et ne pas être surmené ? D'où vient cette passion pour l'homme ? Serge, nous avons hâte d'en connaître un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Tout de suite faire une précision, parce que c'est fou, à plusieurs endroits on me présente comme psychiatre. J'ai essayé plusieurs fois de corriger ça, puis j'arrive pas, parce qu'à chaque fois que je parle, je donne probablement l'impression que je suis psychiatre. Mais non, j'ai fait une cours de médecine, puis après j'ai fait une spécialité en santé communautaire. C'est pas connu beaucoup en France. C'est une spécialité qui dure 4 ans après le cours de médecine, et puis on travaille en amont de l'apparition des problèmes. Les gens qui travaillent en maladies infectieuses font ça. Les gens qui travaillent maintenant en santé mentale font ça. Alors c'est ce qui m'intéressait, parce que pendant mon cours de médecine, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui
avait cette dimension visionnaire. Il nous avait montré, j'étais en 3e année de médecine, il nous avait montré une courbe de l'évolution de la tuberculose dans le monde. Et il montrait que les médicaments étaient arrivés finalement après l'apparition de l'amélioration des conditions de vie et que la tuberculose avait diminué beaucoup avant l'apparition des médicaments. Alors, je trouvais ça très intéressant. Je m'étais déjà dit, on pourrait peut-être faire ça pour un tas d'autres problèmes, dont les problèmes de santé psychologique. Peut-être qu'on pourrait travailler en amont pour éviter qu'ils apparaissent. Alors donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à la santé communautaire, que j'ai fait cette spécialité. Et à l'intérieur de cette spécialité, j'ai eu la chance d'aller étudier en Angleterre et là, j'ai fait une rencontre qui a été un tipping point dans ma vie. Réellement, un psychiatre anglais, Alexis Brooke, au début des années 80 quand même, qui avait écrit un textbook dont le titre était Mental Health at Work, santé mentale au travail. Et au début des années 80, j'avais jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, peu de personnes avaient entendu parler de ça sur la planète au début des années 80. Il était vraiment un visionnaire. Et quand il entrait dans la classe, je déposais mon crayon. Je buvais ses paroles. Et lui, il disait que la moitié des personnes qui voyaient dans son cabinet, l'origine de leurs problèmes était dans l'espace de travail. C'est quand même déjà très audacieux de dire ça. Mmh. Mais il disait que ces personnes-là étaient des symptômes d'une maladie de l'organisation. Donc, que si on soignait l'organisation, les symptômes disparaîtraient. C'est-à-dire que les gens n'auraient plus les problèmes pour lesquels lui les voyait en consultation. Moi, ça m'a, comme on dit ici au Québec, ça m'a jeté par terre d'entendre ce discours-là. J'ai fait, mais c'est tellement extraordinaire. Cet homme dit qu'il est possible de soigner des organisations. Alors, et c'est ça qui a commencé à m'habiter déjà au retour au Québec. Et j'ai commencé tout doucement à parler de santé mentale au travail. Au début, vraiment, on me regardait comme un polichinelle qui sortait d'une boîte à surprise, littéralement. De quoi parle-t-il? Parce que quand on parlait de santé mentale, encore aujourd'hui c'est vrai, là, mais à l'époque, les yeux devenaient ronds parce que il y avait tellement de tabous, de préjugés, de peur autour des mots santé mentale, on n'osait même pas les prononcer. Alors, quand je parlais de santé mentale au travail, c'était encore... les gens, littéralement, là, apparaissaient effrayés devant mon discours. De quoi va-t-il nous parler? Mais peu à peu, il y a eu la vie. Et là, quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que tu disais, Romain, les portes se sont ouvertes. Un soir, je parlais à des amis pendant un repas. Et la conjointe d'un ami m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus intéressé professionnellement pendant ton passage en Angleterre, pendant que tu faisais ta maîtrise là-bas? Et j'ai parlé d'Alexis Brooke. Et j'ai parlé de santé mentale au travail. Et elle m'a dit, écoute, nous, on est un groupe de professeurs dans une école. On se réunit une fois par mois et on parle de toutes sortes de choses. Viendrais-tu nous rencontrer pour parler de ça? Alors, j'ai dit, écoute, j'ai rien de prêt. Elle dit, c'est pas nécessaire. Elle dit, c'est très informel. Je dis, pour toi, je vais le faire. Alors, je suis allé rencontrer ce groupe d'enseignants et d'enseignantes pour leur parler de santé mentale au travail. Comme ça, un soir de semaine. 2 semaines après, le téléphone sonnait. Hey, vous êtes allé dans telle école. Est-ce que vous viendriez nous voir, nous aussi? Alors, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et là, le téléphone a sonné à nouveau. Écoutez, vous avez rencontré ma conjointe. Moi, je travaille dans un EHPAD, enfin, l'équivalent on dit CHSLD ici, mais un EHPAD en France. On aimerait que vous veniez rencontrer un groupe d'employés. Bon, et ça n'a jamais arrêté par la suite. Ça a vraiment déboulé. Même que j'étais obligé de faire des choix parce que j'enseignais à la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke. Et les demandes devenaient de plus en plus nombreuses parce que on s'est mis à parler. On a même changé les mots. Au lieu de parler de santé mentale au travail, on s'est mis à parler de santé psychologique au travail parce que ça faisait moins peur. Tellement les tabous étaient encore présents. Mais santé psychologique, ça faisait moins peur. Alors, plus ça allait, plus on se rendait compte qu'il y avait une augmentation de ces problèmes. Que ce dont on parlait au début des années 80, ça devenait des problèmes qui prenaient la dimension, puis
le mot que je vais prononcer fait peur aujourd'hui, mais prenait quasiment la dimension d'une épidémie, au sens où il y en avait de plus en plus partout. Alors là, à cause de ça, les gens commencent à s'interroger, quelle est la cause de ces problèmes-là, puis comment peut-on éviter qu'ils apparaissent? Alors voilà, où ma vie a basculé complètement, parce qu'on s'est mis à m'inviter à gauche et à droite pour traiter de ces questions-là. Et parallèlement à ça, à la fin d'une rencontre, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, écoutez, on a une de nos collègues qui ne va pas bien du tout, est-ce que vous accepteriez de la voir en consultation? J'ai dit, je ne fais pas ça. J'ai dit, je peux cependant vous donner le nom de psychologue que je connais. Alors, elles sont reparties, elles étaient 2. Elles sont reparties. 2 semaines plus tard, elles m'ont téléphoné. Elles m'ont dit, écoutez, on pense que vous pourriez vraiment aider notre collègue. Pourquoi n'acceptez-vous pas de la voir? Vous êtes médecin après tout, blablabla. J'ai parlé de ça à des amis psychologues. Ils m'ont dit, oui, ça serait une bonne idée parce que l'origine de son problème semble être dans le travail. Tu t'es intéressé au travail. Pourquoi ne la verrais-tu pas? Nous, on va te superviser si c'est trop difficile pour toi. J'ai dit, OK, la vie vient d'ouvrir une autre porte. Je suis donc rentré à nouveau. J'ai accueilli cette dame. Et la relation qui s'est établie avec elle, ce qu'elle me racontait au sujet de son espace de travail était connecté à ce que j'avais entendu en Angleterre de la bouche de Brooke. Alors, je pouvais l'accompagner. Et effectivement, elle s'est mise à aller mieux. Elle a pu réintégrer son espace de travail et paf, j'ai reçu un coup de téléphone. Vous avez vu telle personne en consultation. Est-ce que vous accepteriez de me voir? Et là, ça aussi, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Alors, je suis allé me former. Pour ça, peut-être qu'on pense à certains endroits que je suis psychiatre, mais je suis allé me former pour pouvoir accompagner des personnes. Donc, je me suis mis à faire de l'accompagnement thérapeutique il y a à peu près une trentaine d'années. Et donc, j'avais les 2 dimensions. J'intervenais à la fois en amont et j'intervenais aussi auprès de personnes qui souffraient de problématiques liées à l'espace de travail. Et évidemment, on retrouve toujours il y a des dénominateurs communs qu'on retrouve chez ces personnes-là dans leur discours. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut vraiment faire quelque chose en amont. Et plutôt que d'éviter de se retrouver avec des personnes qui sont littéralement brûlées. C'est quand on parle de burn-out, là, moi je me suis toujours dit, les personnes que j'ai soignées, ce sont des grands brûlés de l'intérieur, des grands brûlés du sens, des grands brûlés de l'identité, des personnes qui arrivent dans mon bureau avec les mêmes phrases, je ne sais plus qui je suis, donc on est dans une dimension identitaire, et je ne sais plus où je vais. On est dans une dimension du sens, la direction, où je vais dans ma vie. Quel est le sens de ma vie maintenant? Et pourquoi ces personnes-là sont brûlées dans ces 2 dimensions? Parce que il y a eu tellement de changements sociaux importants au niveau du travail qu'est arrivé un moment dans la vie de ces personnes-là où elles n'étaient plus en mesure j'ose utiliser cette expression-là, de s'adapter. Il y avait une saturation chez elles de leur capacité d'adaptation en rapport avec les demandes qui apparaissaient, la vitesse à laquelle ces demandes-là étaient faites et la perte complète de ce que ces personnes-là étaient venues à la fois donner, j'insiste sur ce mot-là, donner et chercher dans l'espace de travail. Pour elle, il n'y avait plus de possibilité j'insiste, je répète, de donner ce qu'elle voulait donner, d'offrir ce qu'elle voulait offrir et de trouver ce qu'elle y cherchait. Alors donc, il y a toujours ces dimensions-là et ce qu'on peut faire en amont. Là, je parle beaucoup, je sais pas si vous voulez m'interrompre. J'avais appuyé sur un bouton. Pas du tout, Serge. Je suis parti. Parce que il y a les grands changements qui ont eu lieu, et ça c'est très important de les regarder. Les grands changements qui ont eu lieu à la fois dans la société en général et dans l'espace de travail, bien sûr, parce que cet espace de travail-là est souvent le reflet de ce qui se passe socialement. Il y a eu des changements au niveau de ce qu'un ami à moi, qui s'appelle Michel Vézina, qui a écrit un livre
qui s'appelle Pour donner un sens au travail. Il a écrit ce livre-là au début des années 90. C'est un livre qui est encore très d'actualité, Pour donner un sens au travail. Puis Michel a élaboré un modèle qui résume ce qui se passe actuellement, puis qui nous donne des outils pour travailler dans les espaces de travail. Le modèle nous parle de facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui fait augmenter la tension psychique à l'intérieur de l'espace de travail. Et dans les facteurs de risque, il y a des choses que tout le monde connaît, la surcharge. Mais pourquoi la surcharge est apparue? C'est très simple. C'est que au début du siècle dernier, il y avait moins de 7% des gens qui gagnaient leur vie en se servant surtout de leur tête. Moins de 7%. L'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant surtout de leur corps, en travaillant la terre, en coupant des arbres, etc. Et ça, c'était très important parce que la charge était physique. Et deuxièmement, il y avait aussi des résultats qui apparaissaient rapidement. Quand on coupe des arbres, à la fin de la journée, la corde de bois, elle est alignée. Quand on travaille à labourer des champs, à la fin de la journée, on voit le travail qu'on a fait. Donc ça permet de connecter avec le sens de son travail. En moins de 100 ans, on n'en parle pas assez de ça. C'est une des plus grandes révolutions qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. En moins de 100 ans, ça a complètement basculé. Maintenant, il y a 75% des gens qui gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête. Donc la charge est devenue psychique. Et 100 ans dans l'histoire de l'humanité, là, c'est même pas une poussière. Et ça a complètement basculé. Donc, la charge est psychique, de là l'exigence au niveau de l'adaptation, et la difficulté à voir les résultats aussi. Ça aussi, c'est important parce que comme la charge est psychique, les résultats n'apparaissent pas aussi rapidement que quand le corps travaille. Quand on voit le champ labouré ou quand on voit la corde de bois alignée. Alors donc, il y a eu une surcharge qui est apparue au niveau de l'information à traiter, de la rapidité avec laquelle il fallait traiter cette information-là. Et ça continue d'accélérer, ça continue d'augmenter. D'autre part, il y a eu aussi une apparition, curieusement, d'une sous-charge. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de choses à faire psychiquement, mais leur potentiel, leur capacité, leurs ressources sont souvent sous-utilisées. On leur demande de faire des choses avec leur tête, dans des cadres très précis, mais on leur permet pas d'utiliser toute leur intelligence dans sa pleine expression pour participer, par exemple, aux décisions qui les concernent. C'est très étrange. On est dans un monde où on communique beaucoup, mais il y a des décisions qui sont prises où on n'a pas mis à contribution toutes les intelligences. Alors, à ce moment-là, les gens ont l'impression d'être sous-utilisés. Donc, à la fois en surcharge au niveau quantitatif, la quantité de choses à faire dans un espace de temps très restreint, et en même temps une sous-utilisation de leur plein potentiel. Alors ça fait partie des facteurs de risque. Surcharge, sous-charge qualitative, donc du potentiel, absence de participation aux décisions qui concernent chaque personne. Ce qui fait qu'il y a de l'ambiguïté qui apparaît dans les rôles des personnes. Ça, c'est un autre élément un facteur de risque qui fait augmenter la tension psychique. Donc, on pourrait étudier tout ça longuement. Mais Michel Vézina disait qu'en même temps, il y a eu parce qu'on parle de facteurs de risque, mais il y a aussi des facteurs de protection qui existent. Et ça aussi, socialement, il y a eu des grands bouleversements au cours des dernières décennies par rapport aux facteurs de protection. Il y en a deux grands facteurs de protection. Il y en a un qui est de l'ordre du soutien social. Et dans le soutien social, il y a l'entraide, la collaboration. Et dans l'entraide, il y a aussi, dans le soutien social, il y a un autre élément qui est la reconnaissance. Ça aussi, c'est très important. La reconnaissance qui est faite non seulement du travail de l'individu, mais de la personne, de l'être humain, comme être humain. Je viens d'en parler en parlant de facteurs de risque, en disant qu'on mettait pas à profit les intelligences, mais si on les met pas à profit, c'est une absence de reconnaissance. Donc, le facteur de protection n'est plus là non plus. Le facteur de risque devient une absence de facteur de protection, ce qui est terrible.
Et en même temps, le deuxième facteur de protection, c'est l'autonomie décisionnelle. C'est-à-dire la capacité qu'ont les personnes, encore une fois, de sentir qu'on leur fait confiance. Puisqu'on travaille avec notre tête maintenant, à l'époque où on travaillait avec notre corps, déjà, c'était pas évident de trouver toujours la confiance dans les milieux de travail. Parce qu'il y avait une surveillance qui était exercée parfois très étroite de chaque individu, même dans des endroits où on travaillait essentiellement avec son corps pour s'assurer que les personnes étaient bel et bien au travail. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des horreurs, bien sûr, là. Il y a eu des formes d'esclavage qui illustrent ça, là, à quel point il y avait un contrôle qui était exercé étroit sur l'individu qui travaillait avec son corps. Et les gens ne sentaient pas la confiance qu'on avait en eux. Alors aujourd'hui, l'autonomie, c'est ça. C'est le sentiment qu'on nous fait confiance parce qu'on peut utiliser une fois de plus ce qu'on a appris, l'expérience qu'on a, développer les connaissances qu'on a acquises, là, ce qu'on a appris, je reviens à ce que je disais, mais et en même temps, toute son intuition, son intelligence, etc., etc. Donc, faire confiance à ça. Alors, tout ça pour vous dire que l'augmentation des facteurs de risque et la diminution des facteurs de protection ont fait en sorte qu'il y a eu une augmentation des problèmes de santé psychologique dans l'espace de travail. Et que ça, on peut travailler là-dessus, collectivement. On peut travailler à identifier les facteurs de risque, on peut corriger les facteurs de risque et on peut augmenter les facteurs de protection dans l'espace de travail, mais ça déborde, c'est plus large que l'espace de travail. Il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement depuis une dizaine d'années, c'est l'accroissement. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu un livre écrit par un philosophe montréalais qui s'appelle Charles Taylor. Son livre s'appelle Grandeur et misère de la modernité. Et Taylor disait que un des plus grands et plus graves problèmes de la modernité, c'est l'augmentation du narcissisme, l'accroissement du narcissisme, de l'individualisme. Alors, et c'est très important parce que c'est la place que prend maintenant l'ego dans cette société. Et quand on parle de ça, bien sûr, on est dans cette espèce de... Quand on s'éloigne des facteurs de protection liés à l'entraide, au soutien, à la reconnaissance, si on tombe dans l'individualisme, dans le narcissisme, etc. Alors, il y a une réflexion collective qui doit être menée à ce sujet-là pour voir à quel point on est en train de se tirer dans le pied si on prend et je vais achever ma réponse à la première question dans quelques instants en parlant de ça. Parce que pourquoi il y a une augmentation de l'individualisme? Pourquoi il y a une augmentation du narcissisme? C'est bien important de se poser aussi cette question-là. Taylor répond à ça. Taylor dit qu'à la fin du 17e siècle, au début du 18e, il y a eu apparition sur la planète d'un grand mouvement qu'il appelle, et je trouve ça tellement beau, il appelle ça une grande marche identitaire, qui avait pour but de permettre à chaque être humain de devenir pleinement lui-même, de devenir l'individu qu'il ou qu'elle est. Il dit que cette grande marche a donné naissance aux grands mouvements sociaux qu'on connaît actuellement. Tout ce qui a trait au féminisme, pour permettre aux femmes d'avoir leur place dans cette société au même titre que les hommes. Fin 17e, début 18e, l'apparition de ce mouvement-là, toutes les personnes non blanches qui peuvent maintenant aussi avoir leur place dans cette société, les personnes d'orientation sexuelle différentes qui peuvent aussi maintenant avoir leur place, bon, etc., etc. Tout ça, d'après Taylor, est apparu fin 17e, début du 18e. Et il dit c'était pour favoriser l'individuation, permettre à chaque individu de devenir lui-même. Mais il dit qu'il y a eu dérapage, qu'il y a eu confusion. Il dit qu'au lieu d'aller vers l'individuation, qui ne peut s'effectuer que dans la relation à l'autre, dans le rapport à l'autre, qui permet de dire cette phrase magique, « Je n'avais jamais vu ça comme ça ». Phrase extraordinaire qui permet à un individu de changer et de devenir lui-même dans un dialogue, dans une rencontre. Taylor dit, on ne peut devenir nous-mêmes qu'à travers ces rencontres multiples qu'on a au cours de nos vies, qui nous permettent de dire « je n'avais jamais vu ça comme ça » et qui nous permettent de devenir ce que nous sommes. Mais Taylor dit qu'on a dérapé et qu'on est allé vers l'individualisation
au lieu d'aller vers l'individuation. L'individualisation étant le moi, ça c'est ma place, pousse-toi, etc., etc., etc. Et plus on va vers ça, moins on peut devenir soi-même. Parce que, je le répète, on ne peut devenir soi-même que dans la rencontre. Et non pas en poussant l'autre constamment pour pouvoir prendre toute la place. Et ça génère énormément de souffrance. Et ça se reflète dans l'espace de travail à travers l'absence de soutien, d'entraide, de reconnaissance, entre autres, et de convocation, de sollicitation à la participation des individus aux décisions qui les concernent, etc., etc., etc. Alors voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé. Maintenant, j'ai fait une espèce de portrait. Je pensais jamais que je ferais ça. De la situation actuelle et de l'espoir aussi parce que c'est ce dont vous avez parlé. De l'espoir qui est là aussi parce que plus on devient conscient de ça, plus on sait que maintenant, il y a des endroits où on peut travailler, qu'il y a des endroits où on peut agir, que c'est possible, et que il y a des endroits où on s'est trompé, mais qu'on peut retrouver la route. Que c'est pas en allant vers le moi qu'on va pouvoir poursuivre la grande marche dont parle Taylor. OK, alors je me tais. Non, surtout pas, surtout pas. Serge, quand ces personnes-là, elles viennent vers toi, elles sont venues vers toi, les premières, tu fais ces constats-là, tu les accompagnes, j'imagine qu'elles commencent progressivement à comprendre ce qui s'est passé ou pourquoi elles ressentent ce qu'elles ressentent et à faire leur cheminement personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, alors, bien sûr, si on est à la tête d'une organisation, travailler son organisation, mais toi, tu vois, concrètement, comment est-ce que tu les as aidées? Est-ce que c'est en leur faisant prendre conscience qu'elles n'étaient pas au bon endroit et en fait, finalement, la seule solution, c'est d'aller ailleurs, donc de démissionner, d'aller dans une autre entreprise, dans une autre organisation? Est-ce que ces personnes-là, elles ont les moyens, tu vois, de faire changer progressivement aussi les choses dans leur organisation pour réadapter ce déséquilibre que tu dis entre cette surcharge, cette sous-charge et puis cette perte de qui je suis et de sens et de direction. Comment est-ce que toi tu travailles, tu vois, et comment est-ce que tu réconcilies l'individu et l'organisation quelque part? Ça, c'est une super question parce que une des premières questions que je leur pose, ou une des premières tâches que je leur confie lors de la première rencontre, c'est celle-là. C'est d'identifier les changements qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années dans leur organisation, parce qu'il y en a toujours, c'est impossible qu'il n'y en ait pas, et d'identifier les endroits où elles ont du pouvoir. Parce qu'elles vont identifier des changements qui ont eu lieu, qui les ont affectés personnellement dans leur capacité de s'adapter, qui ont fait en sorte que elles se sont éloignées du sens que leur travail avait à leurs yeux. Par exemple, je vais donner un exemple très simple dans le système de santé, celui que je connais le mieux. Une infirmière qui avait choisi ce métier-là, ou un infirmier qui avait choisi ce métier-là pour soigner, mais de façon très large, en écoutant, en tenant une main, en lavant, etc., mais d'une façon non pas mécanique, dans la présence à l'autre, et qui tout à coup, à cause de changements radicaux à l'intérieur de son espace de travail, a l'impression qu'elle a tellement de tâches à accomplir qu'elle ne peut plus prendre une minute pour écouter, mais réellement écouter la personne ou tenir sa main, ce qu'elle aurait spontanément envie de faire. Alors là, tout à coup, elle a l'impression que le sens de son travail vient disparaître. Ce qu'elle avait choisi de faire est disparu. Alors, on regarde ensemble s'il est possible pour elle de retrouver certains aspects de son travail. Donc, est-ce qu'il est possible pour elle de faire une démarche dans ce sens-là? De rencontrer des personnes à l'intérieur de l'entreprise qui pourraient tout à coup prendre conscience des impacts que ça a eu sur elle, les changements qui ont été effectués, auxquels elle n'a pas pu participer parce qu'elle n'a pas été associée au niveau de la parole, de
la contribution qu'elle aurait pu avoir en disant ça n'a aucun sens ce qu'on est en train de faire. Alors ça, on regarde ça ensemble. Et effectivement, parfois, on peut pointer du doigt des endroits où il est possible encore d'agir, où elle a encore l'impression, cette personne-là, de pouvoir retrouver un certain pouvoir sur la situation à travers les rencontres, parce qu'il y a des gens qui disent ça sert à rien, mais attendez un peu, on n'a pas regardé là où vous pourriez aller cogner une porte, où vous pourriez solliciter un dialogue, vous pourriez, etc., etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Autre chose très importante, étant tout à l'heure, Romain parlait de la période où je faisais 150 conférences par année sans me brûler. Ça a été une période où j'étais animé, je le suis toujours là, mais animé par une passion, une flamme qui vraiment m'habitait, qui faisait que j'éprouvais pas de fatigue. Ça, c'est important parce que c'est lié au regard qu'on porte sur le travail qu'on fait. Ce qu'on vient de regarder, c'est est-ce que j'ai du pouvoir sur des dimensions organisationnelles? Ça, on s'assoit pour regarder ça ensemble. Et après, s'il y a aucun endroit au niveau de l'organisation où la personne a l'impression d'avoir du pouvoir, il faut regarder quel est son regard à elle sur la place qu'occupe son travail dans sa vie, dans cette organisation. Et comment elle peut prendre du recul par rapport à ce regard-là? Parce qu'à notre époque, beaucoup de personnes se définissent essentiellement par leur travail. Je suis ce que je fais. Et ça, c'est très, très difficile. Pardon? Et c'est bien ça, Non, de se définir justement. par son travail, ouais. Et ça, là, qu'on entre dans l'ego, dans ce que c'est l'ego, comment il apparaît à l'intérieur d'un être humain et comment il est nécessaire de découvrir, et là je vais très loin, que nous ne sommes pas notre ego. C'est fascinant parce que je compare aujourd'hui l'ego à un oignon qui est fait de plusieurs pelures. Dans notre cerveau, il y a un processus qui s'appelle le processus d'identification. Et tout au cours de sa vie, on s'identifie à toutes sortes de choses, on fabrique des pelures identitaires qui font en sorte que peu à peu, il y a un oignon qui s'appelle l'ego qui apparaît à l'intérieur de nous. Et le gros problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la pelure d'un oignon au niveau identitaire qui pourrait se sentir menacé et la survie qui pourrait se sentir menacée. Autrement dit, le cerveau, une des pelures identitaires, lorsqu'il perçoit qu'une pelure identitaire est menacée, va réagir exactement comme si notre survie était menacée. Ça, c'est super important, ce concept-là. Mais nous ne sommes aucune de nos pelures identitaires. Alors, la majeure partie des personnes que je vois dans mon bureau sont des personnes qui se sont identifiées à leur travail, dont une pelure identitaire importante a été s'est construite autour du travail qu'elles effectuent. J'ai des exemples très concrets de ça dans ma propre vie. Il y a des personnes très proches de moi qui, mon père, maintenant mon père il est décédé il y a 3 ans, mais mon père, à l'âge de 56 ans, il est décédé il y a 3 ans à l'âge de 93 ans. Et bien, à l'âge de 56 ans, avait été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus de l'endroit où il travaillait. Un mercredi après-midi à 16 heures. Il n'y avait dans cette salle que des hommes de 50 ans et plus. Et on leur a dit, vous partez dans 2 jours. On leur a donné un crayon et 1 année de salaire. 3 mois plus tard, au cours d'un souper de famille, je me suis retourné par hasard vers mon père. Il était blanc comme un drap, il tremblait comme une feuille, il transpirait abondamment. Il me dit, Serge, je ne vais vraiment pas bien. J'ai repris son pouls. Il avait un rythme cardiaque très irrégulier. Je l'ai conduit aux urgences. J'ai même pas appelé l'ambulance. Je l'ai conduit aux urgences immédiatement. Il a été soigné, mais l'image que je n'oublierai jamais, c'est tellement important ça.
Il était assis sur une civière dans sa petite chemise d'hôpital. Il a pris ma main et il m'a dit, tu sais, je suis devenu un déchet social. C'est la phrase qu'il a prononcée. Bien sûr, je n'ai jamais pu oublier cette phrase parce qu'elle m'a frappé en plein front comme un coup de massue. Il était tellement identifié à son travail. Je suis ce que je fais, que n'ayant plus de ce travail, il n'existait plus. Je ne suis plus rien. Je suis ce que je fais. Si je n'ai plus de travail, je ne suis plus. Je n'existe plus. Même qu'il a fabriqué une nouvelle pelure identitaire dans une société qui valorise tellement la performance, la réussite à tout prix, l'excellence, il a fabriqué une nouvelle pelure identitaire. Je suis un déchet social. Je n'ai plus de valeur, je ne vaux plus rien, etc. Ça, on est dans le monde de l'ego. Mais il a peu à peu découvert par la suite qu'il n'était pas son travail, qu'il pouvait utiliser ce qu'il était pour son travail, ce qui est une nuance fondamentale, mais qui n'était pas son travail. Quand je dis qu'il pouvait utiliser ce qu'il était pour son travail, ça nous fait nous poser la question si nous ne sommes pas nos pelures identitaires, que sommes-nous? J'ai donné l'exemple du travail comme étant une pelure identitaire. Beaucoup de gens croient qu'ils sont ce qu'ils font. On le voit chez les artistes, c'est très important. L'artiste s'identifie à son œuvre, à son tableau. Et s'il y a des commentaires négatifs, des critiques à propos de l'œuvre, le cerveau ne faisant pas la différence entre la perception d'une menace à l'ego et la perception d'une menace à la survie, il va percevoir les critiques comme étant des critiques ou des menaces à la survie et va déclencher la réaction de survie exactement comme si c'était elle qui était menacée, alors que c'est le tableau, que c'est le bouquin qu'on a critiqué, que c'est pas la personne, que ce n'est pas l'être. Alors, il y a plusieurs pelures identitaires comme ça, bien sûr. On s'identifie à ses opinions, à ses idées. Dans l'espace de travail, c'est très important parce que quand des gens participent à une réunion et qu'ils se sont identifiés à leur idée, s'il y a des commentaires négatifs d'exprimer à propos de l'idée, le cerveau va les percevoir comme une menace à la survie. Et les personnes vont devenir soit hostiles ou vont avoir envie de fuir ou éventuellement, s'ils ne peuvent pas ni fuir ni devenir hostiles, vont déprimer. Alors, nous ne sommes pas donc nos pelures identitaires, alors que sommes-nous? Et là, depuis des années, je cite toujours cette femme de chez vous, cette psychologue extraordinaire qui s'appelle Marie de Hennezel, qui un jour a donné une conférence au Québec et qui a dit, en pleine conférence, « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Et cette phrase m'a marqué pour le reste de mes jours. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Ben, la première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présente. Et cette capacité extraordinaire est au cœur d'un espèce de modèle que j'ai conçu pour illustrer les propos, là. Maladroit ce modèle, mais enfin, c'est pour faire comprendre. La capacité d'être présente est au cœur de plein d'autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer ne vieillit jamais. Les personnes aux soins palliatifs, Marie de Hennezel a travaillé aux soins palliatifs, dans les derniers jours de leur vie, expriment leur amour aux personnes qui les entourent. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de créer. Ça ne vieillit jamais, ça non plus. La capacité de savourer, ça ne vieillit jamais. La capacité de s'émerveiller, ça ne vieillit jamais. La capacité d'apprendre, ça ne vieillit jamais. La capacité de transmettre, ça ne vieillit jamais. Alors, toutes ces capacités-là sont celles qui peuvent nous permettre de travailler. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, alors nous ne sommes pas notre travail. Mais ces capacités-là peuvent nous permettre d'effectuer le travail qu'on effectue. J'espère que je suis clair quand je vous dis ça. Parce que ça fait toute la différence. Et dès que quelqu'un, dans mon bureau, fait cette prise de conscience, réalise qu'il n'est pas son travail ou qu'elle n'est pas son travail, mais prend conscience de ce qu'il ou ce qu'elle est vraiment, ça fait tout à coup toute la différence. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est pas parce que elle ne peut plus trouver dans l'espace de travail ce qu'elle y cherchait au niveau identitaire, qu'elle cesse d'exister. Au contraire, elle peut amener tout ce qui
tout ce potentiel qu'elle peut continuer à développer dans n'importe quel espace. Et c'est ce qu'elle découvre. Et c'est vrai pour toutes les capacités que j'ai énumérées. C'est fascinant. On va faire une petite parenthèse pour parler de la capacité d'aimer, mais il y a des personnes qui arrivent dans mon bureau et qui me racontent tout à coup qu'elles viennent de vivre une rupture. Elles arrivent dans mon bureau parce que ça ne fonctionne plus dans le travail, mais elles me racontent qu'elles viennent de vivre une rupture dans leur vie personnelle. Et là, en les écoutant, je me rends compte que elles ont l'impression que la personne qui les a quittées est partie avec leur capacité d'aimer, qu'elle leur a volé leur capacité d'aimer. Je trouve ça toujours fascinant à chaque fois. Et là, on échange le dialogue dont on parlait tout à l'heure. Et là, tout à coup, elle prononce la phrase que je prononçais tout à l'heure. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Parce qu'elle vient de découvrir que personne ne peut leur voler leur capacité d'aimer. Que leur capacité d'aimer est intacte, est encore en elle, et qu'elle peut s'exprimer, mais d'innombrables façons. Habituellement, quand elles arrivent à dire « Ah, c'est vrai, je peux encore aimer », elles se redressent, elles se lèvent, elles sont debout, et là, il y a une espèce d'énergie qui circule, on la voit circuler à l'intérieur d'eux. C'est fabuleux. Je peux encore créer, je peux encore apprendre, je peux encore transmettre. C'est pas parce que ce travail-là ne me convient plus ou que je l'ai perdu ou peu importe que j'ai perdu tout ça. Et c'est dans cet univers-là qu'on travaille ensemble, que je les accompagne, que j'ai le privilège de les accompagner. Et peu à peu, là, elles finissent par découvrir que il y a un nouvel équilibre à trouver dans leur vie pour permettre justement à ce qui en elles ne vieillit jamais de pouvoir s'exprimer pleinement. Alors voilà donc le cheminement qu'on fait ensemble, ça change leur regard sur ce qu'était leur travail, où elles cherchaient, et c'est une quête de l'ego ça, l'ego cherche toujours des moyens d'avoir l'impression d'être quelqu'un, d'exister. Je suis quelqu'un, ma vie aura été réussie dans la mesure où j'ai la preuve que je suis quelqu'un, que j'existe dans le regard des autres ou dans l'accomplissement que je peux faire au niveau d'un espace de travail ou socialement. Alors donc, là, tout à coup, elles découvrent qu'elles ont mis une énergie folle dans l'espace de travail pour qu'on leur dise qu'elles existaient, qu'elles étaient quelqu'un à travers ce qu'elles faisaient. Bravo! C'est extraordinaire, etc., etc. Il y a cette espèce de quête de reconnaissance, mais c'est une confirmation qu'elles sont quelqu'un, qu'elles existent. Et quand elles découvrent tout à coup que, ben non, elles sont ce qui en elles ne vieillit jamais, elles n'ont pas à continuer à mettre autant d'énergie dans un espace de travail pour se faire la preuve à leurs yeux ou qu'on leur confirme qu'elles sont quelqu'un. Est-ce que je suis clair quand je vous dis ça? C'est bien important, ça. Parce que c'est toute cette démarche-là au niveau je suis ce que je fais qui tout à coup se dissout et qui devient non, j'ai en moi la capacité de créer, j'ai en moi la capacité d'apprendre, de transmettre, et ça, je peux apporter ça partout où je vais, dans n'importe quel espace. Et là, le sens réapparaît, réémerge. La vitalité, l'énergie recircule, tout redevient vivant. Tu le disais, Serge, on a une nature du travail qui a changé. On est passé d'un travail qui était physique à un travail qui était plus intellectuel. Mais la financiarisation de notre économie est quand même venue pervertir nos organisations, est venue nous montrer avec des lunettes un peu bizarres les indicateurs qu'on devait suivre. Tu vois, quand tu nous relates l'expérience de ton papa, j'ai l'impression qu'on est là sur des lunettes avec des indicateurs qui sont complètement mortifères en fait pour la vie. Comment est-ce qu'on peut changer
changer ces organisations, comment est-ce qu'on peut changer de référentiel, comment est-ce que on peut faire en sorte que nos dirigeants ou les leaders de ces organisations changent de lunettes, changent de regard pour le bien commun, puisque ça crée très certainement de la valeur financière, mais ça détruit de la valeur humaine de façon massive. C'est ce que je veux dire, devient peu à peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire cette prise de conscience et à tenir le discours que je vais maintenant tenir, et tant mieux, et c'est tant mieux. Parce que tout le processus dont Taylor a parlé, d'individuation, de dire ce que nous sommes, que la femme ait sa place, que les non-blancs aient leur place, que tous les êtres humains aient leur place, ben c'est quelque part gagnant, dans le sens où si je suis un leader si je suis leader d'une organisation, si ma passion, ça a été de mettre en place une organisation, eh ben, la première chose dont je devrais prendre conscience, c'est ça, dans la société actuelle. Parce que ça, c'est la modernité. Ça, c'est contemporain. C'est quelque chose qui n'était pas là il y a 200 ou 300 ans. On le sait, les femmes n'avaient pas la possibilité de voter dans les années 1940, ici en tout cas. On sait qu'il y a encore aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, une difficulté d'avoir accès à certains postes. Mais ça, ce sont des courants irréversibles. Ça changera plus, là. Cette grande marche identitaire, là, elle est là pour jusqu'à la fin des temps, si on peut utiliser cette expression-là. On l'utilise en s'amusant, là, mais c'est pareil pour tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Alors, si je suis un dirigeant d'entreprise, si je suis un leader, que je prends pas conscience de ça, c'est sûr que je m'en vais dans la mauvaise direction et que mon entreprise va éventuellement y perdre au change parce que il y aura plus personne qui va vouloir travailler dans une organisation où elle n'aura pas l'impression de pouvoir développer pleinement son potentiel. C'est irréversible, ce courant-là. Les jeunes, aujourd'hui, cherchent des organisations, non pas pour... dans une conférence que je donne sur la reconnaissance, je dis aux gens, écoutez, mon père, quand il allait travailler le matin, là, il prononçait une phrase qui était « Je m'en vais accomplir mon devoir ». Il disait ça. Et je leur dis, entendez-vous des personnes aujourd'hui dire « En partant le matin, je m'en vais accomplir mon devoir ». Il y a personne qui dit ça. Les gens disent « Je m'en vais m'accomplir ». L'espoir de s'accomplir, de développer son potentiel, ses capacités, ses ressources, ses qualités, sa créativité, tout ça. Et ça, là, c'est irréversible. On ne reviendra jamais en arrière là-dessus. Impossible. Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Parce qu'on utilise surtout notre tête, mais notre cœur aussi dans l'espace de travail. Au niveau des relations de travail, il y a quelque chose aussi de très important. Quand il y avait cette forme de travail qui était l'autorité suprême qui disait voici ce que vous devez faire et que personne n'était capable de remettre ça en question, ça a existé pendant des siècles. Et ça n'existe plus. Les gens vont quitter l'espace de travail qui va ressembler à ça aujourd'hui. Ils vont dire, ah non, hey, moi j'ai étudié, j'ai développé ce que j'ai ici, ce que j'ai là, je veux avoir la possibilité de l'utiliser. Alors, des dirigeants qui prendront pas conscience de ça, ils vont courir à leur perte, littéralement, parce qu'ils n'auront plus de ressources, ils n'auront plus de main-d'œuvre, ils n'auront plus de personnes qui vont vouloir travailler pour eux. Et toutes les personnes qui sont compétentes vont aller ailleurs, c'est sûr. Alors, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. On cherche la compétence, mais à plusieurs niveaux. Bien sûr, je parle de l'utilisation de la tête, mais j'ai mentionné l'utilisation du cœur, parce qu'on parle de compétences relationnelles maintenant. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut avoir une organisation gagnante, qui veut avoir des personnes compétentes dans leur espace de travail, dans son espace de travail, ou dans leur, au pluriel, espaces de travail, il faut qu'il crée justement tout un climat, tout un contexte pour favoriser le développement de chaque individu, de chaque personne, puis des relations saines entre les individus, etc. Sinon, c'est la faillite. C'est sûr.
Et le mot compétence est important parce que le mot compétence aujourd'hui, il est très vaste. On parle de multiples intelligences, on parle évidemment de toute l'intelligence qui est liée à l'intellect, mais l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence, bon, tout ça, ça fait partie maintenant d'un grand univers de compétences qu'on cherche à avoir dans nos espaces de travail et dont on aura de plus en plus besoin dans les années à venir. Parce que c'est pas demain qu'on va cesser de travailler avec notre tête, avec nos capacités relationnelles. On retournera pas en arrière non plus, là. On retournera pas dans les champs avec les j'allais dire les charrues puis les faux et les fourches. Enfin, j'espère qu'il y aura pas une catastrophe telle qu'on sera obligé de retourner là. Je crois pas. Alors donc, s'il y a je me répète là, mais parce que j'y crois tellement, si un dirigeant, une dirigeante, un leader, une leader veut faire en sorte que ses projets, leurs projets se développent, ben, la première chose à constater, à réaliser, c'est qu'il faut créer des espaces où les personnes ont l'impression de pouvoir s'accomplir, se développer, avoir des relations saines, où le cœur est présent, etc., etc. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils vont avoir des taux élevés, énormes d'absentéisme, des taux énormes de désengagement. Les gens vont sortir par toutes les portes, parfois pour des raisons de problèmes de santé psychiques, mais aussi parfois physiques. Même si les gens travaillent pas beaucoup avec leur corps, ils vont avoir mal au dos. Puis ils vont avoir mal au dos, puis ils vont parler de problèmes ergonomiques, etc., etc. C'est là qu'on est, là. Le bien-être, c'est fondamental aujourd'hui. Donc, les gens vont quitter, vont trouver d'autres emplois ailleurs, parce qu'en plus, on le sait, là, on a des pénuries de main-d'œuvre partout sur la planète. Nous, c'est majeur. Ça fait partie des problèmes qui, malheureusement, ont fait que la pandémie s'est prolongée, parce que dans notre réseau de la santé, on manque de main-d'œuvre d'une façon incroyable présentement. Mais c'est ça, c'est si on n'a pas la lucidité nécessaire pour créer des espaces de travail qui vont permettre à chaque être humain d'aller vers l'individuation et non pas l'individualisation, là, je reviens encore avec ces mots-là, on n'y arrivera pas. On va fermer boutique. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est irréversible. Irréversible. Moi, j'ai eu la chance je suis avec ma conjointe depuis maintenant 29 ans. Et avant, j'étais un vieux garçon et célibataire endurci. Je raconte ça en conférence souvent. Mais quand j'ai rencontré ma conjointe, sa fille avait 7 ans. Puis j'ai eu le privilège de pouvoir contribuer à son éducation. Et je dis souvent que quand j'étais enfant, moi, il y avait un mot qui était très utilisé, qui était le mot obéissance. Hein? C'était une vertu. Et quand on parlait d'obéissance, on en parlait dans la famille, on en parlait à l'école, partout. Ben, je dis que devant notre fille, parce que je l'appelle maintenant notre fille, je n'ai jamais utilisé ce mot-là une seule fois. Jamais. Je lui ai parlé d'affirmation de soi, de prendre sa place, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de dialogue Je lui ai parlé de tout ça. Et je dis souvent, j'ai eu beaucoup d'admiration pour les personnes qui l'ont dirigé ou géré, parce que c'est extrêmement complexe. Parce que effectivement, vous pouvez prendre sa place, s'affirmer, dire ce qu'elle pense, etc., etc. Et c'est génial, c'est génial. Puis vous, comme parents, ben vous faites ça aussi maintenant. C'est sûr que vous faites ça. Alors, c'est irréversible. Tous les gens qui vont entrer dans les milieux de travail au cours des prochaines décennies vont arriver tous et toutes avec exactement ça. J'allais dire ce profil, mais j'aime pas ce mot parce que avec cette le fait qu'elles ont développé ça à travers l'éducation qu'elles ont reçu, les modèles qu'elles ont eus, etc., etc. Alors, on n'est plus à l'époque là bon, vous allez faire ce que je vous dis, puis si vous le faites pas, vous êtes à la porte
dehors. C'est fini, ça. Impossible. Et justement, Serge, moi, je veux bien que tu reviennes, si tu es d'accord, sur l'espace de travail qui favorise l'individuation, à quoi il ressemble, tu vois, cet espace de travail-là. Et j'avais une autre question, mais peut-être, bon, je te la donne, tu verras comment tu veux, qui n'a rien à voir. Les personnes qui viennent te voir, j'imagine qu'elles sont déjà en grande souffrance, parce que quand tu passes la porte de te dire je vais aller dialoguer avec quelqu'un parce que je ne m'en sors pas ou je vais vraiment pas bien, tu as déjà franchi pas mal d'étapes. Quels sont les premiers signes, tu vois, parce que je pense qu'il y a plein de petites choses que chacun d'entre nous peut repérer, qui sont déjà des petites alertes de dire ah attention, c'est peut-être le moment de se poser des questions, de regarder, tu vois, de se remettre un petit peu en question sur nos habitudes. Bon, voilà, c'est deux questions un peu séparées, mais qui me sont venues en t'écoutant. Tout à fait. Oui, effectivement, elles sont en grande souffrance, ça c'est clair. Pour ça que je dis, je les appelais les grands brûlés de l'intérieur. Je sais pas, j'ai rarement raconté cette anecdote, mais quand j'étais étudiant en médecine, un jour j'étais aux urgences, j'étais interne. Il est arrivé un homme qui malheureusement s'était endormi sur un canapé avec une cigarette et le feu avait brûlé sa maison et bon. Alors il était arrivé puis il était tellement brûlé, c'était une scène que je n'oublierai jamais, que son visage était brûlé. On ne pouvait pas savoir à ce moment-là de quelle origine il était. On ne peut même pas savoir si c'était un homme, une femme, il est malheureusement décédé. Mais après, quand j'ai commencé à soigner des personnes qui arrivaient du milieu de travail ayant perdu le sens du travail, ce déchirement identitaire, cette fracture à l'intérieur d'eux, je disais, bon, ils sont brûlés de l'intérieur, ils sont plus capables de se reconnaître, eux non plus, ils ont la même chose. Mais ça apparaît progressivement. Et là, c'est très important, cette question-là aussi, parce que l'être humain dans la nature est le seul organisme vivant qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. C'est très important, parce que tous les autres êtres vivants dans la nature écoutent les signaux que leur corps leur envoie. J'ai souvent la blague, le lion, quand il est fatigué, il se couche. Et la gazelle, quand elle est fatiguée, elle se couche à moins que le lion soit en train de courir après. Donc, nous, on peut ressentir de la fatigue, on peut ne pas être en mesure de s'accorder, de se donner la permission, c'est important ce mot-là aussi, là, de se reposer tout de suite. Mais il faut en être conscient ou conscient. Et il y a trois sphères où il y a des signaux qui peuvent apparaître, qu'on doit écouter. Il y a la sphère physique, bien sûr, où il y a une fatigue qui apparaît. Il y a une fatigue qui peut nous donner l'envie, évidemment, de dormir tout le temps, mais ça peut aussi être des signaux physiques de l'ordre de problèmes de santé qui se répètent. C'est mon 6e rhume cet hiver. Le système immunitaire s'est affaibli. Là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai des maux de dos qui j'arrive pas à soigner, bon, etc., etc. Donc, ou des maux d'estomac, des signes physiques. C'est important. Deuxième espace où il y a des signaux qui apparaissent, c'est au niveau intellectuel. J'ai plus la même attention, je n'ai plus la même capacité de me concentrer, la même vigilance. Je n'ai plus la même mémoire. Faut bien souligner que ce sont des choses qui apparaissent chez les personnes où ce n'était pas présent auparavant, là. C'est très important, là. Il y a un changement qui s'effectue. Alors donc, vigilance, attention, mémoire, etc., les vivacités d'esprit, la sphère intellectuelle, des signaux qui apparaissent. Troisième sphère où il y a des signaux qui apparaissent, c'est ce qu'on peut appeler l'émotivo-relationnel, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau des émotions. Les gens qui tout à coup présentent une irritabilité qu'ils n'avaient pas avant, pètent les plombs à propos de n'importe quoi, font les colères, donc des personnes chez qui, encore une fois, on ne voyait pas ça auparavant, là. Et
au niveau des relations, ça crée quelque chose de nouveau aussi. Les personnes qui les entourent leur disent bien souvent, écoute, on ne sait pas ce qui se passe avec toi, mais on ne te reconnaît plus. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, ça, là, cette phrase-là est très importante. Parce que c'est à la fois au niveau des émotions et des relations, là, qu'il y a des signaux qui apparaissent et qui devraient être écoutés. Alors, ça, c'est important parce qu'il y a une sagesse, moi, que je me plais à appeler une sagesse organique, qui fait en sorte que ces signaux-là deviennent présents tout à coup. Mais malheureusement, et là, il y a une autre dimension qui est importante d'illustrer, c'est que Freudenberger, le psychiatre qui est le premier à avoir parlé de burn-out dans les années 70, disait qu'il y avait 4 étapes. Et c'est important d'en parler parce que il y a à travers ces 4 étapes-là, il y a un phénomène qui est le phénomène du déni, qui est associé au fait que parce que c'est devenu identitaire le travail, parce que c'est devenu l'espace où on va avoir l'impression de tout à coup devenir quelqu'un et d'exister, si tout à coup ça ne fonctionne plus, il y a un déni qui apparaît au sens où c'est pas possible, je peux pas avoir un échec parce que si j'ai un échec, je n'existerai plus, je ne serai plus quelqu'un, bon, etc., etc. Alors les 4 étapes, la première, c'est l'étape des idéaux irréalistes. Une personne peut avoir l'impression que pour être quelqu'un, elle doit à tout prix devenir la meilleure dans son travail, chercher la promotion ultime dans l'entreprise, bon, etc., etc., même devenir chef d'entreprise parfois, etc., etc. Donc, des idéaux irréalistes, et parfois, ce ne sont pas ces idéaux à elle. Parfois, ce sont des idéaux dictés par l'organisation, qu'elle se sent obligée d'adopter. Ça aussi, c'est très important. Les deux peuvent être présents. Ça peut venir donc soit de l'intérieur, pour toutes sortes de raisons liées à l'éducation qu'elle aura reçue, les modèles parentaux, peu importe, ou ça peut être dans le cadre de ce que dicte l'entreprise. Nous sommes les meilleurs, nous serons toujours les meilleurs. Si vous ne voulez pas être les meilleurs, ben vous n'aurez pas votre place ici, etc., etc. Donc, idéaux irréalistes. Deuxième étape, il l'appelait l'étape du plafonnement. La personne a beau travailler, mais une quantité phénoménale d'heures pour atteindre les idéaux, elle n'y arrive pas. Elle plafonne. Alors là, ce qu'elle a tendance à faire, et là commence à voir apparaître les petits signes dont je parlais tout à l'heure, là, les premiers signaux là, que la sagesse organique envoie apparaissent, la fatigue, etc. Mais elle va redoubler d'ardeur. Elle va travailler encore plus. Elle va travailler les week-ends. Elle va travailler le soir. Elle va travailler la nuit, etc., etc. Dans l'espoir de toujours atteindre ces fameux idéaux. Mais elle a beau travailler, ça plafonne. Elle n'y arrive toujours pas. Elle tombe dans la troisième étape, qui est l'étape de la désillusion. Et là, commencent à apparaître de façon plus intense les signaux dont j'ai parlé. Là, les personnes qui les entourent leur disent « Écoute, faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que nous, on n'en peut plus. On ne te reconnaît plus. » Et l'individu va dire « Ne vous inquiétez pas, c'est passager. Vous ne comprenez pas. Laissez-moi faire. Je vais finir par y arriver. Attendez, soyez patient, soyez patiente, etc., etc. » Et commence à consommer parfois des substances, soit plus de café dans la journée. J'ai vu une patiente un jour qui me disait qu'elle consommait 24 cafés par jour. 24. C'était absolument incroyable. Hein? Une jeune, je sais pas comment elle faisait pour tenir le coup physiquement, mais... Et la nuit, bien sûr, parce qu'elle consommait 24 cafés, qu'elle était plus capable de dormir, ben là, arrivaient les somnifères, et puis, bon, il y avait une espèce de cocktail que les gens consommaient pour pouvoir se garder actif tout en pouvant récupérer, ça devient parfois fou. Et là, ben, l'irritabilité devient de plus en plus importante, les gens pètent des plombs à propos de n'importe quoi, bon, etc. Et à ce moment-là, parfois, il serait approprié de demander de l'aide, du soutien, soit à travers les relations amicales, soit à travers la famille, mais souvent les gens ne le font pas. Parce qu'encore une fois, elles ont peur de l'échec, elles ont honte
il y a toujours la honte. Hein, je n'y arrive pas. Et là, toute la définition du « je suis un déchet social »,« je suis un moins que rien »,« je ne suis un incapable », tous les jugements sur soi liés à l'identité apparaissent. Et on tombe dans la 4e étape qui est la démoralisation, où là, les personnes ne fonctionnent plus du tout. Souvent, elles arrivent dans mon bureau à la 4e étape. Et parfois, cette étape-là, on la confond avec une dépression, parce qu'elles ont des signes et des symptômes de dépression. Perte d'appétit, perte de sommeil, fatigue permanente, perte d'intérêt pour tout, etc., etc. Libido, enfin, tout. Donc, et là, ils ont vraiment besoin d'aide, là. C'est une aide externe qui... Mais déjà, il pourrait y avoir une attention portée aux signaux qui apparaissent au cours des 4 étapes. Parce qu'ils apparaissent au cours des 4 étapes. Mais évidemment, ils s'intensifient. Plus on va en profondeur dans le problème, plus les signaux s'intensifient. Mais malheureusement, à cause, encore une fois, je me répète, mais de la question identitaire et de la question « j'existe à travers ce que je fais », donc si je ne le fais plus, je n'existe plus, ben il y a le déni qui apparaît. Et les gens se retrouvent dans une souffrance extrême, énorme. C'est une souffrance identitaire, littéralement. Et c'est là qu'arrive le tipping point aussi, mais c'est un tipping point, ça, hein, carrément, où il y a une bascule, littéralement, vers la découverte de ce qu'elles sont vraiment. Je ne suis pas ce que je fais. Je peux très bien m'accomplir à travers ce que je fais, en injectant dans tout ce que je fais tout ce qui en moi ne vieillit jamais. Voilà. Merci pour cette belle réponse, Serge, à la deuxième question. Est-ce que du coup, tu es d'accord de revenir sur l'espace de travail qui favorise l'individuation? Ouais. À quoi il ressemble? Ouais. C'est vraiment un travail où chaque personne va avoir l'impression de pouvoir utiliser au maximum. Donc, ça va demander des espaces de parole, par exemple. Que j'ai pas fini ma phrase, mais pouvoir utiliser au maximum son intelligence. Des espaces où on va avoir à la fois, c'est très difficile de mettre ça en place, où on va avoir à la fois le sentiment d'être autonome, donc qu'on nous fait confiance, mais en même temps le sentiment qu'on est soutenu. Donc qu'on nous dit parfois, avez-vous besoin de quoi que ce soit pour continuer à effectuer votre travail, vos tâches? Et il y a des personnes qui ne saisissent pas le fait que en donnant beaucoup d'autonomie, parfois elles ne donnent plus du tout de soutien. Ou en donnant beaucoup de soutien, elles tombent dans le piège de tout contrôler. Alors, et c'est cet équilibre-là qui doit être favorisé dans l'espace de travail. C'est-à-dire favoriser l'autonomie, donc l'expression de la confiance et de la reconnaissance, tout en offrant le soutien. Ma porte est ouverte. On crée des espaces de parole où on va solliciter la participation des personnes aux décisions qui les concernent. On crée des espaces de parole, mais formels, là. On a une rencontre là, où on sollicite l'intelligence des gens, leur expérience, leur regard. Comment penses-tu qu'on devrait faire telle ou telle tâche? Toi qui l'effectues depuis un certain temps, qu'as-tu vu qu'on pourrait modifier? Qu'as-tu vu qu'on pourrait ajouter ou retirer, qu'on fait inutilement, qu'on n'a pas besoin de faire? Alors, ces espaces de parole-là, avec une écoute réelle, vont être des espaces où les gens vont avoir le sentiment de s'individuer. J'ai un exemple très concret de ça. J'ai travaillé dans une organisation il y a quelques années où il y a eu un dirigeant qui avait compris ça, mais réellement. Le matin, il avait décidé de garer sa voiture à l'endroit où les employés garaient leur voiture, où les collaborateurs, les collaboratrices garaient leur voiture. Et je l'ai vécu quand il arrivait à peu près au même moment que moi, il attendait que j'ai garé ma voiture. Et là, on devait traverser le terrain de stationnement ensemble, le parking, comme vous dites parfois ensemble, pour se rendre à l'immeuble. Eh ben, il me demandait comment j'allais. Il me demandait s'il y avait des choses que je
pouvait proposer pour qu'on améliore mon travail, que je me sente encore mieux dans ce travail-là. J'en revenais pas. Il prenait l'ascenseur, là, et il rencontrait une personne qu'il n'avait pas vue encore. Il lui disait, je vous connais pas, vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous, pour améliorer encore une fois vos conditions de travail? Puis, il faisait ça. En l'espace de quelques semaines, et c'est pas parce qu'il se forçait, là, c'est pas un effort énorme. Il prenait l'ascenseur, il fallait qu'il prenne l'ascenseur pour se rendre au 22e étage, je ne sais trop. Donc, il fallait qu'il marche pour se rendre de sa voiture jusqu'à l'immeuble. Ces espaces-là, il les utilisait. Et le mot, je vais faire bien attention, parce que c'est pour ça que je prends un petit peu de temps que j'hésite, là. C'était pas de la manipulation, là. Il injectait de la présence, vraiment, dans ces moments-là. Il était là, complètement. Et son écoute, d'ailleurs, là, se traduisait par des décisions qu'il prenait par la suite. Se traduisait par le fait qu'en réunion, il revenait sur quelque chose qui lui avait été dit. Il l'avait vraiment enregistré. Il le partageait avec les autres personnes qui étaient autour de la table. Il incarnait complètement ce qu'était la présence et l'espace de parole où le dialogue était possible. Vraiment. Il avait compris. Il avait simplement compris. Et je vous assure, en l'espace de quelques semaines après son arrivée au sein de l'organisation, eh ben, il y avait des personnes qui chantaient dans les corridors. Les gens avaient le goût de venir travailler le matin. Littéralement. J'en témoigne. On avait ce goût-là. Il y avait une espèce de solidarité qui est apparue aussi au sein des équipes de travail qui était extraordinaire. Parce que comme les gens sentaient que leur intelligence était entendue, ben, ils avaient le goût de contribuer. Ils avaient le goût de prendre la parole. Ils avaient le goût d'émettre une opinion, une idée. Ils avaient le goût. Littéralement. Et puis après, quelques temps dans l'organisation, ben, il y a une équipe de chasseurs de tête. On appelle ça comme ça ici, des personnes qui cherchent je sais pas si vous utilisez l'expression. La même. Alors, ils sont venus le chercher pour lui offrir un emploi dans une entreprise qui travaillait à l'échelle internationale. Et puis, un emploi qu'il pouvait pas refuser, il a quitté. Et il est arrivé une autre personne qui n'avait pas du tout compris la même chose que lui. Mais pas du tout. Qui est retourné en arrière. Eh ben, on a recommencé à voir apparaître des problèmes d'absentéisme. On a recommencé à voir apparaître des problèmes de santé, des conflits, des tensions entre les membres des équipes, une démoralisation, une perte d'intérêt. On a commencé à voir apparaître ça dans les semaines qui ont suivi l'arrivée de la personne qui lui a succédé. Et lui, il m'avait dit, ne surestime pas l'impact d'un dirigeant. Et moi, je lui avais dit, ne sous-estimez pas l'impact d'un dirigeant. Parce que, qu'on le veuille ou non, s'il a compris, ça va nécessairement se traduire dans des comportements, des attitudes, une façon d'écouter, une façon de s'exprimer, qui va avoir une influence certaine sur la façon qu'on a d'habiter un espace et d'y vivre. Ça me semble être le bon moment pour te poser une question totem chez nous, mais c'est quoi, toi, ta définition du leader, Serge? Spontanément, il y a des mots qui me viennent à l'esprit. Il y en a un qui est un peu cliché, je le sais. C'est d'abord et avant tout une personne présente. Ça, c'est clair. Mais présente, pas physiquement, là, au sens où toute son attention est là. À l'écoute, observer. Et à cause de ça, deuxième mot, qui est le mot que je disais qui est devenu un peu cliché, mais elle inspire. Elle inspire littéralement par sa façon d'être présente. Elle inspire les personnes qui l'entourent. Elle devient à ce moment-là une espèce de modèle.
J'ai utilisé ce mot-là en France, puis il a été mal compris à certains endroits. Le mot modèle. Je vais être bien clair quand j'utilise ce mot-là. Moi, il y a des personnes qui m'ont inspiré dans ma vie. Elles ont été des modèles. En le sens où je les regardais, puis je me disais, j'aimerais ressembler à cette personne-là un jour, à ce professeur-là. J'aimerais pouvoir m'exprimer comme lui ou comme elle. Donc, elles étaient des modèles. Et j'ai souvent dit, je crois que comme être humain, dans nos vies, on est inspiré toute notre vie par des modèles. J'ai accompagné des personnes en fin de vie au cours de ma vie, et ces personnes-là m'ont inspiré, je vais très loin là, par rapport à ce que pourrait ressembler ma mort. C'est-à-dire que en les voyant mourir, elles devenaient des modèles, dans le sens où je me disais, j'aimerais mourir comme elle, parce qu'elle meurt dans la paix. Donc, je voyais à travers elle le fait que c'est possible de mourir dans la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'un leader peut être inspirant ou inspirante à travers l'incarnation de cette présence chaque jour. Au-delà du propos qu'il entretient ou qu'elle entretient, vraiment de l'incarner. D'offrir des espaces de parole à travers un voyage en ascenseur ou une marche dans un parking. Et ça, devient un modèle. Wow, j'aimerais ressembler à cette personne-là éventuellement. Wow. Pour moi, des gens comme Martin Luther King, des personnes comme Gandhi ont été des modèles sur la planète. Ils ont été des leaders incroyables. Elles ont inspiré des milliers, des millions de personnes. Elles inspirent encore des milliers, des millions de personnes. Elles sont l'incarnation de ce qu'est un leader pour moi, vraiment. Pourtant, simple, authentique, pas d'ego. Pas d'ego. Dans ce qu'elles étaient totalement à travers ce qui en elles ne vieillit jamais, c'est-à-dire la capacité d'être présente, la capacité d'aimer, la capacité de s'émerveiller. On les a vus s'émerveiller, ces personnes-là. Mais c'était pas à travers l'ego, il n'y avait pas d'ego dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leur... Il y avait ces êtres humains qui avaient compris que nous sommes des êtres de relation, qui avaient compris que nous sommes une grande communauté interconnectée. Elles avaient compris ça. Elles avaient compris ce que c'était l'individuation, permettre à chaque personne de devenir pleinement elle-même, de développer son potentiel. Et elles voulaient simplement créer des espaces où ce serait possible. C'est ça qu'elles voulaient. C'est ça qu'elles ont fait. Elles en ont payé le prix. C'est terrible parce qu'il y a des égos qui pouvaient pas supporter ça, malheureusement. Je suis ému quand j'en parle parce que je trouve ça tellement incroyable que dans leur grande simplicité, dans leur grande lucidité, ces mots importants parce que elles avaient compris ce que nous sommes. Notre interconnexion, notre interdépendance, notre possibilité de devenir ce que nous sommes dans le dialogue, dans la relation. Elles avaient compris ça. Et elles voulaient pas imposer rien. Elles voulaient simplement partager cette compréhension-là, ce regard-là, cette intelligence-là. Mais ça rencontre des peurs chez certaines personnes dont l'ego n'a pas été apprivoisé et dont l'ego se sent menacé. Qu'arrivera-t-il si toutes les personnes non blanches prennent leur place, etc. La peur qu'inspirait Luther King à certaines personnes dont l'ego se définissait par la couleur de leur peau. C'est terrible, elles ont voulu faire mourir ce qui leur faisait peur, c'est-à-dire cet être extraordinaire et inspiré qui avait compris ce que nous sommes vraiment, tous et toutes, peu importe
peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre sexe, peu importe c'est ça qui est fascinant. Je raconte souvent que on est tellement interdépendants, là, puis on oublie ça tellement sur cette planète. Encore récemment, il y a ici au Québec des personnes qui ont fait de la coupe à blanc de certaines forêts sans autorisation, rien. Et je leur dis, ben vous avez rien compris. Je dis, vous avez pas compris parce que les arbres, là, si on les fait disparaître, ben on disparaît parce qu'ils fabriquent notre oxygène. C'est pas compliqué. S'il y a plus d'arbres, faut tous vivre dans des scaphandres. C'est aussi simple que ça. On est interconnectés à ce point-là. On est interdépendants à ce point-là. Alors, chaque fois que vous faites des coupes à blanc, là, ben, vous faites disparaître notre oxygène, nos poumons. C'est fou. C'est comme ça. Et c'est cette intelligence-là qu'on doit développer. Alors donc, créer des espaces où c'est possible, puis il y a des leaders qui peuvent faire ça. Parce que il y a des personnes qui peuvent être inspirantes à ce niveau-là. Parce qu'elles ont compris ça. Et elles l'incarnent, tout simplement. Dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leur... Ça me ramène, Serge, ce que tu dis, tu vois, d'interconnexion, de relations. Quand je me connecte aussi à ton dirigeant là qui traverse le parking, qui monte, qui prend l'ascenseur, etc. Bah forcément, nous, ce qu'on vit aujourd'hui, notre quotidien, il est complètement différent de ça, puisqu'on est chez nous, on est beaucoup moins en interconnexion. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, ça me refrappe et j'en ai marre de parler de ça en plus. J'en ai vraiment assez. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu ces 2 dernières années? Tu vois, là, ton présent et l'accompagnement que tu fais, est-ce que finalement, c'est une autre traduction, mais c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment fortement en train de bouger, de nous montrer une voie un peu différente? Tu vois, justement, quand on n'est plus en interconnexion ou qu'on est un petit peu tous cloîtrés, chacun chez soi. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de souffrance, tu vois, aussi? Parce que l'espace de travail, comme tu l'appelles, dans l'espace, il y a aussi le lieu géographique, tu vois, qui est déporté chez soi, donc encore plus lié à l'intime. On va encore découvrir beaucoup de choses au cours des prochaines années à ce sujet-là. J'ai la chance ce matin d'être en relation avec vous deux. Ça, c'est merveilleux. Vous êtes en France, je suis ici. Je sais pas quel temps il fait chez vous ici. C'est fou, on est à l'intérieur parce qu'il fait moins 30. 30 sous 0. En même temps, on va aller marcher cet après-midi dans ce froid parce que je l'aime beaucoup. Mais on est reliés. C'est sûr que ça, je l'apprécie. J'apprécie cette possibilité-là. J'aurais pas pu être relié à vous comme ça, je crois pas, en tout cas, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je crois pas. J'aurais pu. On serait peut-être parlé au téléphone, je sais pas. Vous faites un podcast. Ce podcast-là va être écouté par des personnes, j'imagine, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Alors ça, c'est formidable. Et ça, je l'apprécie. Sérieusement, là, quand je dis je l'apprécie, là, j'insiste sur ce mot-là. Parce que je m'arrête pour l'apprécier. Je m'arrête. Je me dis, waouh, j'ai la chance incroyable de vivre ça. J'aurais vécu ça au cours de ma vie. Waouh, c'est à ce point-là que je l'apprécie, là. Je le savoure, je le déguste, au sens où j'en suis conscient. D'autre part, il y a des personnes que j'ai vues comme ça à travers Teams, Zoom, et j'étais content de les voir. Ma mère qui vit à 230 km d'ici. Bon, je peux la voir tous les dimanches par FaceTime, c'est merveilleux. Cependant, c'est merveilleux aussi. Et il y a des personnes, j'allais dire ça, là, que j'ai vues par Zoom, par FaceTime, par Teams, peu importe. Et sont arrivées ces fenêtres là, qu'on a connues. Là. Il y a eu des fenêtres où on a pu se rencontrer physiquement. Ça va revenir d'ailleurs bientôt, ici.
Et je me suis rendu compte que des choses, pendant que j'étais avec les personnes autour d'une table, que des choses qui apparaissaient tout à coup, qui n'étaient pas là. C'est fascinant, comme si tout à coup, il y a des dimensions de la relation qui m'avaient échappé et qui, là, apparaissaient sans qu'on ait rien fait de spécial, seulement être ensemble, physiquement. Juste ça. L'espèce de mouvement de la tête, l'espèce de mouvement du corps, je sais pas trop quoi qu'on perçoit, parce qu'on est à côté de l'autre. La chaleur, peut-être qui est émise, ça c'est rien, j'en sais rien. Mais je peux dire que concrètement, il se passait tout à coup des choses qui avaient fait tomber certaines barrières. Il y a des personnes auxquelles j'ai parlé pour des raisons professionnelles, les livres que j'ai écrits, bon blabla. Je suis allé en France l'automne dernier pour parler d'un bouquin. Et il y a des gens à qui j'avais parlé de ce bouquin-là à travers l'écran. Mais là, j'étais avec elle, dans la même salle. Et puis tout à coup, il se passait quelque chose. J'avais pas prévu que ça se passerait. J'avais pas imaginé que ça se passerait. Il y a comme justement, il y avait plus d'écran. C'est fou, mais il y en avait plus d'écran. Il y avait une espèce de chimie. On est allés manger ensemble après, puis on rigolait en regardant le menu. Puis ça, juste rigoler en regardant le menu, puis en se demandant ce qu'on allait prendre, choisir, les goûts différents, blablabla. Ça se passait au restaurant, ça pouvait pas se passer autrement. Donc, il y a quelque chose de complémentaire. Je me réjouis du privilège que j'ai d'échanger avec vous ce matin. Et il y a quelque chose de complémentaire auquel il faudrait être prudent de revenir. Autrement dit, ne pas se laisser happer uniquement par ce privilège. Que ce privilège devienne un piège. Parce qu'il y a aussi autre chose qui existe et qu'on ne devra pas exclure. On a eu la possibilité, je l'ai vécu aussi, d'avoir l'impression tout à coup d'être dans un cocon. Parce qu'on ne pouvait plus sortir. Et il y a eu une espèce de sentiment de OK, je vais regarder une télésérie, je vais pouvoir faire m'entourer de ma couverture en laine, c'est trop de polar. Il faudra être prudent parce que parfois les cocons peuvent devenir tellement confortables qu'on en perd de vue une autre chose de précieux. C'est donc ce cocon peut aussi devenir parfois une forme de prison, sans qu'on s'en rende compte. Alors il faudra juste être vigilant et vigilante. C'est merveilleux ce qu'on a développé, c'est merveilleux ce qu'on a à notre disposition, ce fabuleux privilège qu'on a d'être en relation à travers la planète. Et puis juste ne pas perdre de vue que il existe autre chose et que c'est quand on le vit, c'est à partir, j'insiste aussi là-dessus, c'est à partir du moment où on le vit qu'on est là, concrètement, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on peut pas avoir autrement qu'en étant là. Présent. C'est donc cette espèce d'effort qu'il y aura peut-être à faire parfois pour sortir du cocon et aller vers ces espaces, encore une fois, où au moment d'y être, on va pouvoir constater que ce n'est qu'en y étant qu'on peut le ressentir, le vivre. Alors, il y a ça aussi qu'on aura à garder à l'esprit. Serge, est-ce que tu veux partager une dernière chose avec nous, un dernier mot, une dernière pensée?
ce qui monte spontanément à mon esprit, c'est un mot que tu as utilisé au début. C'est de la gratitude. À votre égard, pour ce que vous faites. Vraiment. Parce que c'est important que partout sur cette planète, et là je vais emprunter ça à une dame que j'ai entendue un jour en conférence, c'est important que partout sur cette planète, il y a des phares, des petits phares, des grands phares. La dame disait, c'est malheureux que on ait éteint les phares qui existaient le long du fleuve, le fleuve Saint-Laurent au Québec, le grand fleuve, là. Et les phares ont été éteints à partir du moment où les gens avaient des instruments de navigation suffisamment sophistiqués pour ne plus avoir besoin des phares. Et cette dame disait, c'est malheureux qu'on ait éteint les phares parce que, au-delà du fait que ça permettait d'éviter des naufrages, ça permettait d'entretenir des relations et le sentiment d'être connecté. Parce que quand l'équipage, le pilote du navire passait dans l'endroit où tout à coup le phare était allumé, il y avait un gardien de phare. Je sais pas s'il y avait des gardiennes de phare, mais il y avait à l'époque, c'était plus, je pense, des gardiens de phare. Et ils s'envoyaient des signaux signifiant qu'ils étaient présents les uns aux autres. Je suis dans le phare. Ils faisaient, je sais pas quelle manœuvre pour que la lumière puisse signifier aux personnes du navire qu'il était là, qu'il était présent pour eux. Et de la même façon, les gens qui étaient dans le navire, la corne de brume, le signal était envoyé au gardien de phare pour exprimer la gratitude à l'égard de ce qu'il faisait. Ben, je crois qu'on a besoin de phares et que ce que vous faites, c'est ça. Et c'est ce que j'avais goût de dire en terminant. Je vous remercie. La planète a encore besoin de phares. Et on en aura toujours besoin. C'est nous qui te remercions, Serge, parce que à chaque conversation, nous on t'écoute beaucoup, puisqu'on n'a pas la chance de discuter tous les jours avec toi, mais on écoute tes conférences et voilà, tu es un phare aussi pour nous. Tu vois, tu allumes plein de petites choses et je crois que c'est ce que tu viens de faire là. Pendant 1h30 encore, et je l'espère pour de nombreuses personnes qui t'écouteront, tu allumes des petites lumières, tu vois, et dans chacune des choses que tu nous transmets, que tu partages, il y a quelque chose qui brille et qui vient faire écho. Donc moi aussi, je suis pleine de gratitude pour ce moment-là, pleine de souvenirs, parce que j'ai passé un hiver à Kingston, une année entière à Kingston, et donc un hiver à Kingston, et je me souviens du moins 48 un jour affiché sur mon téléphone, et je me suis dit c'est vraiment réel, je vais vraiment vivre ça. Et oui, c'est vraiment réel, et donc je t'imagine, tu vois, sortant là tout à l'heure par moins 30, et ça c'est un peu une Madeleine de Proust aussi, de manière très optimiste. C'est bienveillant. Ouais. Donc vraiment merci beaucoup pour ce partage, et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de se rencontrer, de se voir, de poursuivre ces échanges. Il y a plein de formes auxquelles on pense, et je sais que Romain sera d'accord avec moi pour dire continuons ensemble ce chemin. C'était une joie de faire votre rencontre, une joie profonde. Merci infiniment, Serge. Alors, prenez bien soin de vous. Ouais. À la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!